capitale haïtienne est contrôlée à 80% par une multitude de gangs armés souvent rivaux. Les affrontements sont récurrents, mais aujourd'hui, les attaques contre la police semblent être coordonnées. Celui qui se présente comme le chef du mouvement parle d'une union sacrée des gangs pour renverser le gouvernement. Aujourd'hui, c'est différent. C'est tous les leaders communautaires, tous les quartiers, tous les gangs qui ont pris leurs responsabilités et lancé ce mouvement. Jimmy Cerisier, surnommé Barbecue, est l'homme le plus recherché de Port-au-Prince. Nous l'avions rencontré il y a un mois, entouré de sa garde rapprochée. Kidnapping, assassinat, crimes en tout genre, Barbecue est un ancien policier. Il est aujourd'hui le chef du gang le plus puissant de Port-au-Prince, prêt à tout pour garder le contrôle de son fief. Vous voyez là-bas, de l'autre côté du mur. Ouais. Ils sont là. À tout moment, ils peuvent nous tirer dessus. C'est un gang rival qui se trouve derrière ce mur que Barbecue a lui-même fait ériger. C'est dommage de dire ça parce qu'ils sont des Haïtiens comme nous. Je peux dire de l'autre côté, c'est l'ennemi. À l'époque, Barbecue disait déjà vouloir fédérer les groupes criminels pour chasser le Premier ministre du pouvoir. Lui, le chef de gang, prétend vouloir mettre fin à l'insécurité. Éléonore Carrois, l'homme que l'on voit dans ce reportage, Jimmy Cerisier, ce chef de gang que l'on surnomme Barbecue, prétend vouloir mettre fin à l'insécurité en Haïti causée, selon lui, par la classe politique. Il dit vrai? Alors, Barbecue, Jimmy Cerisier, exactement, est l'un des chefs de gang peut-être les plus médiatiques. Mais c'est loin d'être le leader de ces groupes qui sont assez diffus et qui ont plusieurs têtes en fait de gang. On parle par exemple d'Iso qui est un jeune de 26 ans, qui est probablement plus puissant que Barbecue. En tout cas, il se dispute la puissance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est impossible à ce stade de se baser sur les déclarations d'un chef de gang pour s'imaginer qu'il y a une forme d'organisation, d'union sacrée des gangs. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie désorganisation. Et en revanche, que les politiques seraient responsables en réalité de la situation sécuritaire et non pas les gangs eux-mêmes? Alors ça, c'est vraiment extrêmement provocateur et faux. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre politique et gang? Et on sait qu'à travers l'histoire, il y a eu certains liens. Mais aujourd'hui, venant de la part de quelqu'un qui a tué, violé, ou en tout cas qui est la tête d'une bande, le G9 qui justement a fait ces actions, c'est particulièrement gonflé, pour ainsi dire, de se prononcer de la sorte. Cynisme que vous dénoncez. Les bandes armées, vous l'avez dit, elles font partie du quotidien des Haïtiens depuis longtemps, des tontons macoutes, ces milices paramilitaires au service de la dynastie Duvalier, jusqu'aux chimènes à la solde, elle, du président Aristide. Ce sont les mêmes. Qu'y a-t-il de changé? Alors c'est intéressant que vous mentionniez les tontons macoutes et les chimères d'Aristide. En fait, c'est différent. À l'époque des Duvalier, donc à l'époque du premier dictateur en Haïti, qu'on dénommait Papa Doc, il avait mis en place une forme paramilitaire assez organisée, qui était les tontons macoutes, qui lui permettait de maintenir une forme de pouvoir par rapport à l'armée qu'il jugeait pas forcément suffisamment loyale. On a vu ensuite, il y a eu plusieurs épisodes d'Aristide, on y reviendra peut-être plus tard, mais... Jean-Bertrand Aristide avec ses chimères dans la rue. Absolument. À un moment donné, au début des années 2000, lorsque il reprend le pouvoir dans un contexte de contestation internationale, il met en place aussi, ou en tout cas il contribue à ce que se forment des groupes armés contestataires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de devenir des groupes armés contestataires, c'était ce qu'on appelait les OP, des organisations populaires qui s'étaient un peu déclenchées de manière spontanée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'organisation à proprement parler, mais il y a toujours eu un lien assez fort entre pouvoir politique et ces gangs. Et en revanche, depuis l'arrivée au pouvoir de Martelly et de son parti, puis ensuite de Jovenel Moïse, ce que l'on sait, ce qui est établi, c'est qu'il y a eu de l'utilisation de la part du pouvoir de ces gangs pour réprimer des mouvements civiques, des manifestations qui ont eu lieu notamment en 2019. Oui, à tel point que les forces de sécurité, seules les forces armées, ne parviennent pas à maintenir l'ordre. Il faut donc faire appel à l'étranger, une mission multinationale avec, à sa tête, le Kenya est chargé de ramener la sécurité. Problème, elle n'est pas encore déployée en Haïti, Bastien Renouille.
En juillet 2023, le président kényan William Ruto annonce son intention de déployer 1000 policiers en Haïti. Et depuis, opposition et organisations de défense des droits de l'homme sont vent debout contre le projet. Certaines ne comprennent pas pourquoi le Kenya déploierait des policiers à l'étranger alors qu'il y a tant d'insécurité sur son propre sol. Et d'autres affirment que les policiers kenyans sont déjà extrêmement violents chez eux. Que va-t-il se passer dans un pays dont ils ne parlent pas la langue? Alors, certains membres de l'opposition sont allés devant la justice et elle leur a donné raison. Il n'y avait pas, à l'époque, d'accord entre le Kenya et Haïti permettant le déploiement des policiers. La justice a donc stoppé le déploiement. Mais voilà, depuis William Ruto, le président kényan a trouvé une solution et il a fait venir le Premier ministre haïtien ici au Kenya. Ils ont signé un accord. Nouveau retournement de situation depuis, le Premier ministre a démissionné. Or, selon le gouvernement kényan, pour que les policiers puissent être déployés, il faut absolument qu'un gouvernement soit présent à Port-au-Prince. Il faut un gouvernement de transition. Mais comment mettre en place un tel gouvernement s'il n'y a pas d'ordre de sécurité? Le déploiement, à l'heure actuelle, semble être dans une impasse. On n'en sort pas, Eleanor Carrois. C'est précisément pour finaliser cette aide, le déploiement de cette force de sécurité multinationale, qu'Ariel Henry se trouvait au Kenya au moment précisément où les heurts ont éclaté à Port-au-Prince. Oui, c'est un peu malheureusement le cercle vicieux ou le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il faut une forme de stabilité politique pour qu'une force internationale puisse intervenir. Et en même temps, l'objectif même de cette force internationale, c'est d'assurer une forme de sécurité. En revanche, ce qui est vrai, et on y reviendra peut-être, c'est qu'il y avait une contestation, une question de légitimité qui, en fait, vient dès l'origine de la prise de fonction, en tout cas de l'acceptation de Ariel Henry comme Premier ministre de facto. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà latent. Mais ce projet, justement, de force multinationale de sécurité pour établir l'ordre, il n'est pas nouveau, et il divise en Haïti. Beaucoup ont reproché, d'ailleurs, à Ariel Henry d'avoir sollicité cette aide il y a maintenant 1 an et demi. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, réclament son déploiement? C'est, encore une fois, comme souvent en Haïti, beaucoup plus compliqué que cela. En fait, Ariel Henry prend le pouvoir, en quelque sorte, suite à l'assassinat de Jovenel Moïse, alors qu'il avait, ça faisait deux jours seulement qu'il avait été nommé Premier ministre. Alors il y a, dans le contexte de sa prise de fonction, une situation extrêmement trouble et la situation quand même extrêmement grave de l'assassinat du président en place. Oui. Donc il y a toujours eu une contestation sur l'exercice de ses fonctions. Et il y a en même temps eu une recrudescence de la violence, une augmentation de la force de ces gangs armés qui a fait que beaucoup de personnes dans la société civile réclamaient aussi une intervention. Mais cet appel à l'étranger a été vécu comme un échec par une partie des Haïtiens, presque comme une humiliation, non? Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'Haïtiens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans une intervention de l'étranger, mais en même temps se méfient énormément des interventions étrangères parce qu'ils ont vécu déjà une intervention onusienne qui a un bilan extrêmement contesté par une partie de la population haïtienne, parce qu'ils ont vécu... Contesté pourquoi? Il y a eu effectivement, on s'en souvient, après le tremblement de terre, des cas à l'époque, ça avait été beaucoup reproché d'ailleurs à ces membres des Casques Bleus d'avoir importé le choléra, et puis il y a eu des cas de viol de la MINUSTAH 9 ans plus tard. Oui, alors la MINUSTAH, c'est la force donc, des Nations Unies qui a été déployée en Haïti justement en 2004 et qui est restée pendant plus d'une décennie sur le pays, qui a certes permis de stabiliser la situation à un moment donné où le pays connaissait une crise extrêmement grave, mais qui a aussi, et vous venez de le dire, commis des actes, enfin en tout cas certains contingents de la MINUSTAH ont commis des actes dont la population se souvient. Mais au-delà de ça, je pense que pour les Haïtiens, ce qui est encore le plus difficile, en tout cas à accepter, c'est de sentir que les décisions qui concernent le destin d'Haïti sont prises sans qu'ils aient l'impression qu'ils ont leur mot à dire. Et ça a été le cas en 2004, ça a été le cas ensuite 10 ans plus tard, et même juste à l'issue du tremblement de terre. Et certains en Haïti ont un peu ce sentiment-là, malheureusement. Et on l'a bien compris, Antoine Fenot, les difficultés en Haïti sont nombreuses, une situation à comprendre d'abord par sa géographie. Sa géographie, absolument, je vais y revenir dans un instant. Quelques données économiques tout d'abord, je voulais évoquer avec vous l'indice de développement humain, c'est une bonne donnée qui a été ici communiquée par l'ONU, vous le voyez juste ici, la moyenne mondiale, elle est en noir sur cette courbe, celle d'Haïti, elle est en verte là en dessous, qui est l'un des scores les plus faibles du monde, tout simplement pour Haïti, 163e sur 191, l'IDH qui regroupe le niveau de vie économique, mais aussi l'espérance de vie à la naissance,
tendance notamment. Le PIB d'Haïti, lui, on va le voir également, il est en contraction. C'est même la récession depuis 5 années consécutives. Vous le voyez juste ici, à partir de 2018 et en 2024, les données de la Banque mondiale que j'ai pu consulter ne s'annoncent pas brillantes. Notamment, situation chaotique, surtout quand on la compare aux voisins immédiats d'Haïti, qui est la République dominicaine. J'ai repris ici, là encore, l'IDH. Vous voyez, Haïti, c'est en violet sur cette courbe. La moyenne mondiale, elle est en bleu. Vous voyez que la République dominicaine est, grosso modo, dans la moyenne mondiale, quasiment les mêmes standards, alors que les populations, il faut le noter, sont quasiment équivalentes, environ 12 millions d'habitants. Haïti, vous l'avez dit, c'est aussi un État en faillite, incapable de pouvoir proposer un budget, notamment en temps et en heure. Et l'une des explications, eh bien, c'est peut-être les catastrophes géologiques, notamment. Voici donc un exemple de cette faille, la faille des plaques tectoniques, vous le voyez ici, qui traverse toute la partie sud d'Haïti et qui explique notamment les séismes successifs. Ça, c'est une image du séisme catastrophique, vous l'avez évoqué, de 2010, qui avait fait à l'époque 280 000 morts au moins, qui avait laissé des infrastructures en ruine. Et à noter que ces événements, eh bien, ils se répètent régulièrement. Pas plus tard que l'été 2023, il y avait eu un nouveau séisme qui avait lui-même succédé des inondations historiques.